Et donc, on reste assis, c'est le jeu de la table ronde. Donc, je rappelle ceux qui ont exposé, Laurent, Guilain, Nicolas et Elian. Voilà. Et puis, le modérateur, c'est Andreas Crevette. Alors, c'est une durée de un peu moins de 1 heure, je crois que c'est 45 minutes. Non, c'est en fait non. L'impression a pris avec les vidéos, hein, l'impression a pris du temps. Hein. Finalement, c'est très lent en fait. Hein. Voilà. Du coup, c'est pour le programme, ça va être 33 minutes. Et suisse et allemand même, carrément. Pardon. Voilà, 33 minutes. Donc je passe dans la salle pour les questions, hein, et puis. Alors, j'attends d'abord les questions de la salle. Je vais essayer de ne pas en poser trop moi-même, parce qu'elles risquent d'être orientées, et je préfère autant avoir d'abord vos voix. Bonjour, Lorraine Masson, Chaude Saint-Astier. J'avais une question sur l'impression 3D et la granulo que vous utilisez. Quand vous faites votre tamisage, vous broyez ou c'était juste une fraction de la terre? Une fraction. Et du coup, ce qui reste, vous en faites quoi? Attends. Il faut allumer. Allô, oui, parfait. Donc, on a un système de tamis que vous avez vu très professionnel, avec un tamis de jardinage à 300 €, qui marche excellemment bien. On était très surpris. Et on est juste passé 4 fois dans le même tamis la terre. On a réussi à extraire plus de 50% de la terre utile pour nous. Les graviers, on les a utilisés pour faire tout l'espace autour du bâtiment, ainsi que il y a certains qui sont dans le coulage de la fondation, et ce qui restait, on l'a utilisé comme remblai autour des excavations. Bon, je vais poser une question en attendant. Est-ce que vous avez fait des tests, parce que je n'ai pas tout à fait compris tout ce qu'il y a comme adjuvant là-dedans. Est-ce que vous avez des tests de comportement à la pluie? Parce que bon, les débords de toiture n'étaient pas forcément très grands. Comment ça se passe? On a essayé plein de choses différentes. On n'a pas des tests normés. Je suis très content de voir que ça commence à arriver des normes là-dessus. On avait été basé sur certains essais qu'on voyait sur de cratères notamment, ou qu'on utilisait pour essayer pour analyser les différentes mix qu'on a trouvés, qui sont généralement les traditionnels. Donc c'est pour ça qu'on est tombé sur celui de l'huile et de l'œuf, parce que c'est quelque chose qui est utilisé assez fréquemment dans ces choses-là, l'huile de lin. On a essayé aussi d'autres choses un peu plus exotiques, comme des réactions hydrophiles à base de nanotechnologie, mais c'était pas très efficace. Ça marchait très bien sur la première couche, mais très rapidement, ça s'érosait et on a exposé le reste du bâtiment avec ça. Donc on a déjà construit pas mal de prototypes en extérieur, et on a quelques-uns qui sont déjà tombés pour ne pas avoir protégé suffisamment. Avec celui-là, on devrait être plutôt bien couvert, mais bon, sûrement il y a d'autres tests mieux à faire. Question du public? Oui. Moi, je veux bien parler, merci. Bonjour Marie Flécheux, je suis architecte et doctorante au laboratoire Cratère. Je voulais juste faire déjà une petite remarque par rapport à toutes les présentations qu'on a eues aujourd'hui. Je suis un petit peu étonnée qu'il n'y ait pas eu la question de la réhabilitation qui a été abordée plus dans toute la journée, parce que je crois qu'il y a un véritable enjeu par rapport à tout ça. Moi, je travaille actuellement sur une thèse sur la question de la réhabilitation du parc de logement social avec des démarches participatives et des matériaux bio et géosourcés. Et donc, j'avais un peu une question. En fait, le bâtiment qui coûte le moins en termes de bilan carbone aujourd'hui, c'est celui qu'on ne construit pas. Et ce serait bien, en tout cas, l'intégrer vraiment dans les futures réflexions que peut avoir la filière. Surtout que je pense que la terre a une vraie plus-value à donner à tout ça.
notamment avec les questions d'enduit terre et de terre allégée. Je sais qu'ici, dans la salle, il y a déjà des acteurs de la filière terre qui s'intéressent à ça et qui mettent en œuvre des travaux vis-à-vis de tout ça. Et notamment, là, je voulais voir avec vous ceux qui êtes intervenus là, actuellement là, sur la présentation, notamment les questions de terre allégée, etc. Et de fibres qui sont en tout cas associées avec de la terre et de l'argile. Comment vous imaginez en tout cas l'intégration de ces matériaux-là et le développement de matériaux adaptés à la réhabilitation pour le développement de la filière aussi, exactement. Voilà, merci. Alors pour Isole en paille, nous, la plupart du temps, on vend de la paille, et parfois la paille est recouverte par de la terre. Ce que je peux vous donner comme retour, on va dire marché, c'est que on a beaucoup de demandes de particuliers qui ont acheté une grange et qui veulent l'isoler et qui sont prêts à faire une isolation paille avec un enduit terre. Et on n'a pas de demande d'entreprise de rénovation de type gros œuvre. Quand on est sur des grands chantiers, c'est plutôt des chantiers neufs. Et quand on fait de la rénovation, avec ce qu'on propose nous, c'est plutôt des chantiers de particuliers. Voilà. Ouais, on a une technologie de mise en œuvre par projection qui s'adapte parfaitement à la restauration du bâti existant. Donc ce que je vous ai montré, c'est des projets neufs parce qu'on est confronté à la réglementation. Dans la partie bâti ancien, en fait, on intervient sans beaucoup de contraintes. Et parce que lors de la mise en œuvre, on est adhérent au support. On n'est pas sur des systèmes de doublage, il n'y a pas d'interface. On est directement au contact. Donc dans les premiers temps où on a mis en œuvre les bétons végétaux, on a travaillé avec de la chaux parce que c'était ce qu'on avait à notre disposition. C'était déjà assez compliqué de valider le système. Et aujourd'hui, comme je vous expliquais, on est en train de diminuer les quantités de liants cuits et de les remplacer par des liants crus. Donc à terme, on est sur des démarches sur le bâti ancien où on travaille sur des apports d'isolants en béton léger projetés à l'argile. Le seul bémol qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'on n'est pas le support isolant. Si il doit être recouvert par une faïence dans une salle de bain, on va changer la recette nécessairement. Parce que pour que les bétons d'argile ou les bétons de chanvre à l'argile ou les bétons végétaux à destination de l'isolation soient au contact d'une paroi existante avec des taux d'humidité qu'on ne maîtrise pas vraiment, si vous la fermez côté intérieur avec des écrans étanches, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc on va stabiliser ou on va remplacer les argiles par des liants cuits pour le coup. Moi, je tiens juste peut-être à rappeler une des diapositives que Daniel et moi avions montrées sur la démarche Négawatt, qui montre bien qu'il y a effectivement un très grand besoin de rénovation thermique de tout ce qui existe. Et quand on fera ça, il y a à prendre en compte la capacité d'isolation, le fait de préserver l'ancien avec des matériaux qui vont avec, c'est-à-dire des matériaux perspirants, capillaires et perméables à la vapeur d'eau. Et là, il y a effectivement un grand besoin. Peut-être que c'est une bonne idée de prévoir dans un an et demi, les prochaines assises sur ce thème. Sur la question, alors moi je pensais pas qu'on aborderait la partie rénovation énergétique parce que pour moi la terre c'est pas tout à fait cette partie-là, mais finalement oui. En tout cas nous sur la partie paille, on est très sollicité aujourd'hui sur la question du développement de l'isolation thermique par l'extérieur et on est souvent sollicité sur la question de l'isolation thermique par l'intérieur avec la paille. Et là on a exactement cette problématique dont on vient de parler. C'est qu'on est sur un mur qui est un mur que nous, on ne connaît pas, parce que quand le client nous envoie des photos, évidemment, la bergerie dans le Vercors, on ne l'a jamais vue. Donc je ne sais pas du tout s'il y a des remontées capillaires ou autres. Et donc c'est très difficile pour nous de juger et d'apporter la moindre information. Et donc sur la partie isolation par l'intérieur, on a beaucoup de mal à préconiser la paille parce qu'on ne connaît pas la situation.
ou alors il faut que ce soit dans la partie au-delà de 1,60 m, la remontée capillaire maximum, on va dire. Et sur la partie isolation par l'extérieur, il y a eu des réflexions pour savoir est-ce que ça fait partie des règles pro ou est-ce que c'est une extension ou des nouvelles règles pro. Aujourd'hui, on considère que l'ITE avec la paille est en fait une extension des règles pro. Les règles pro permettent de décrire en tout cas des systèmes. Alors est-ce que c'est avec caisson ou est-ce que c'est avec enduit et notamment enduit terre ou terre chaud? Tout est ouvert, mais effectivement c'est un énorme chantier. Et c'est relativement balisé. On sait que le pied de mur doit être évidemment isolé. Et il ne doit pas y avoir de remontée par le pied de mur. On sait qu'il faut un débord. On sait qu'il faut gérer le SD et la perspirance vers l'extérieur. Là-dessus, j'ai tendance à dire que les choses sont assez cadrées. Maintenant, effectivement, il y a un énorme volume à faire. Il y a une problématique de massification sans aucun doute. Là, nous, on est sollicité en ce moment par un dossier dans Paris qui est un truc super intéressant où c'est sur un R+6, isolation par l'extérieur, bottes de paille enduit terre. Voilà, c'est dans le 12e arrondissement et je pense que on est dans cette phase de découverte et de prise en main par les acteurs. Là, en l'occurrence, c'est Vinci qui va être entreprise générale. Donc, c'est des gros acteurs. Ils ont absolument pas la compétence et le savoir-faire. Ils cherchent des acteurs, ils cherchent des gens, ils cherchent des enduiseurs. Ils savent pas faire un enduit-terre, évidemment. Voilà. Je repose quand même une question. Isolation extérieure, enduit-terre? Excusez-moi, parce que le thème officiel de cette table ronde, c'est le bon matériau au bon endroit. Moi, je veux bien faire de l'isolation extérieure en botte de paille, trempée dans l'argile ou pas, c'est pas le problème. Mais un enduit extérieur, c'est un enduit extérieur à la chaux. On est d'accord. On est d'accord. C'est là où il y a les dangers. Oui. Et j'espère que dans les règles professionnelles, botte de paille, je pense que quand même sur l'extérieur non protégé, il me semble que c'est assez clair. Oui, tout à fait. Il faut que ce soit un enduit à la chaux. Ça peut être un enduit. En fait, il y a une engobe terre. Et puis ensuite, il peut y avoir 3 couches. Et plus on est vers l'extérieur, plus c'est de la chaux. Mais oui, à l'extérieur, chaud, à l'intérieur, terre. Oui, enfin... oui. Bonjour, Esther Pinault, architecte DE chez Guinépotin. 2 questions différentes. Une pour Isole en paille, qui pourrait expliquer les 35 € du mètre carré de l'agribotte, l'argibotte, en détail. Et l'autre qui concerne plus l'entreprise de béton de chanvre projeté. Est-ce que vous pourriez détailler, si vous connaissez un peu la méthode du béton de chanvre coffré? Je ne sais pas si vous pouvez en parler. Je sais que BC Materials ce matin aussi la pratiquait. Pourquoi? Quelle différence? Et est-ce que ça peut exister en doublage intérieur sans coffrage, sans BA13 côté intérieur, en finition brute, quoi. Alors l'explication des 35 € du mètre carré sur l'argibotte, c'est que c'est une micro-production et que du coup, on fait tout à la main et que du coup, c'est cher. C'est ce que ça coûte. C'est pas cher. Moi, c'est l'inverse. C'est parce qu'on a mis des machines en place pour que ça coûte moins cher. Et que ce soit du coup accessible à tout le monde. Alors pourquoi au départ on a fait du coffrage avant qu'on ait les machines dans les années 90, on a coffré, banché. Le problème c'est l'adhérence. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des parois parfois où le béton de chanvre était plus solidaire du mur et donc on avait des phénomènes de décollement. Donc l'avantage de la projection, c'est justement qu'on est adhérent à la paroi, parce qu'on a un lait de chaux qui arrive ou un lait d'argile qui arrive sur la paroi en premier et qui fait le point de contact, ce qui fait qu'on est vraiment solidaire du support. Après, l'esthétique du banchage, c'est vrai qu'il peut être recherché parce qu'on a des phénomènes de lit qui peuvent être intéressants. On peut changer les couleurs, on peut faire plein de choses. Mais c'est pas à mettre contre.
C'est juste que la technologie aujourd'hui de l'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur avec du béton végétal projeté, c'est destiné à isoler. Et c'est toujours recouvert par un enduit. Donc quand on veut faire autre chose, on peut imaginer faire du branchage. Mais ça reste, on va dire, c'est des technologies qui sont plus développées par des autoconstructeurs que par des entreprises, parce qu'on a des temps d'intervention qui sont trop longs. Oui. Donc on a quand même ici l'auteur du livre Construire en terre paille. Donc c'est quand même une des solutions qui a été, qui existe. Je rajouterai un aspect de coffrage, qui est le coffrage perdu, qu'on a vu aussi sur tes cloisons. Cette solution de coffrage, on l'a fait aussi depuis 25 ans, avec du terre copeaux-bois, mais après, ça peut être aussi avec du terre-chanvre. C'est vrai que le terre-chanvre à la machine est un peu plus léger, est donc un peu plus isolant. Après, ça dépend du cas de figure. Avec moins d'eau surtout. Et avec moins d'eau, c'est vrai, oui. Voilà. Mais moi, je donnerais quand même, je me permets de donner la parole. Merci Andreas, mais je l'avais demandé par ailleurs, je ne savais pas. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire à Argibot que la FDES du Terpaille, elle est déjà sur la base Ignès, que c'est la CCTC qui l'a déposée au mois de février, y compris, donc, il y a toutes les techniques de terre sans adjuvant sont présentes sur la base Ignès et ont des FDES. Je dis ça parce que finalement, vous nous avez proposé beaucoup de choses qui sont avec des jus de perlimpinpin, dont j'aimerais bien connaître la définition chimique. Et enfin, je suis très curieux de savoir avec quoi vous remplacez la chaux ou le ciment que vous ne mettez pas et qui vous permet de faire des économies de FDES. Mais j'aimerais savoir aussi, par rapport à ces techniques qui sont complètement enregistrées selon la norme 15804 des FDES françaises, où vous vous situez avec vos techniques. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire on fait des choses bien, il faut dire où on est par rapport à des références. Et on a voulu, quand je dis on, c'est la Confédération de la construction terre crue, on a voulu mettre des choses qui disent le niveau zéro de l'AFDES, de l'impact environnemental, donc où chacun d'entre vous vous situez à partir de cette échelle-là. Merci. Et donc les produits chimiques, enfin les produits que vous mettez qui remplacent le ciment aussi. 2 questions. Alors sur l'Argibote, le produit qui remplace le ciment, c'est la ficelle. Il n'y a pas de liant, on n'a pas besoin de liant, on a une botte, elle est compressée, elle est tenue par une ficelle à 110 kg du mètre cube. On la prend, on la trempe dans l'argile, c'est tout. Oui. Donc là, c'est pareil. En fait, moi, j'ai une approche plus fonctionnelle, c'est-à-dire que s'il y a besoin, on stabilise, s'il n'y a pas besoin, on ne stabilise pas. Ça dépend. On ne peut pas dire qu'on ne va pas stabiliser. Quand j'ai un mur qui pose par terre, je fais comment ? Je suis bien obligé de protéger. Je sais que la terre, elle va fondre. Si elle est au contact de l'eau liquide, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime la terre, on met autre chose, ou on stabilise ? Parce que de toute façon, même si je stabilise à la chaux à 15 ou 20%, c'est quand même 80% de liants cuits qui disparaissent. C'est tout. Donc c'est la fonction qui guide. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher la vertu, et petit à petit, parce qu'on n'est pas nombreux en fait. Hein, si ça, c'est le public capable de faire de la terre en France, on ne va pas construire 200 000 logements. Donc ça veut dire que si on veut vraiment que ça massifier, il y a plein de gens qui vont amener des idées neuves et donc il n'y a pas à comment on va dire il n'y a pas c'est pas le diable qui arrive, c'est juste que on cherche aujourd'hui. On cherche à mettre la terre dans le bâtiment, à ramener la terre dans le bâtiment, et qu'on ne peut pas être seulement c'est ou de la terre ou rien. Ben non, ça peut être de la terre avec quelque chose. Voilà. Enfin, dans ton cas, c'est de la chaux. C'est de la chaux. Oui, donc, moi, c'est de la chaux, mais c'est des chaux. On pose la question au prochain. La question, c'était sur les poudres de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans vos
dans vos mélanges. Tout est sur notre blog de l'IAC, donc vous pouvez trouver toute la liste des 57 recettes qu'on a essayées, mais on a essayé avec des cendres, on a essayé avec des différents types de, j'oublie maintenant les noms, de fibres qu'on trouve partout dans les mix. On s'est inspiré de toute la recherche qui existe dans cette communauté et on a fait exactement la même chose. On a eu l'idée d'utiliser des défloculants qu'ils utilisent dans l'argile, notamment dans le monde de la céramique pour aller plus vite dans les moules, qui est d'ailleurs référencé dans un des très bons documents qui s'appelle Béton d'argile environnemental, je crois, par Amaco et toute l'équipe. Nous, on utilisait un truc qui s'appelle HMP, hexametaphosphato, mais on a arrêté d'utiliser parce que ça cristallisait la matière, ce qui ne faisait pas une bonne adhérence pour le truc. Donc, on n'a pas de truc spécial. La chose que nous, on adore maintenant et qu'on utilise, c'est une enzyme naturelle qui vient du sucre, qu'ils utilisent pour faire des routes en terre un peu partout dans le monde pour stabiliser la terre, ce qui nous permet une bonne compactation et une bonne résistance à l'eau. Il y a des papers qui existent à peu près partout dans le monde sur essayer de transformer ça dans des blocs d'Adobe avec des relations plus ou moins meilleures. Nous, dans l'extrusion 3D en petite quantité très fine, ça marche super bien. Cette enzyme-là en particulier, c'est à base biologique. On ne connaît pas exactement l'impact, mais on parle de 0,001% qu'on rajoute dans l'eau. C'est des quantités tellement infimes qu'on n'arrive pas encore à quantifier l'impact CO2 de ces choses-là. Mais je ne suis pas un ingénieur de la matière et on n'a pas réinventé la Lune. On a juste combiné ce qu'il nous fallait et ce qu'on avait besoin pour notre projet. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus informés pour vous dire les poudres de perlimpinpin idéales. Oui, Alain, du coup, bon, sur les formulations, tu as vu un peu les liants qu'on a testés, des choses assez classiques. Après, on a testé quelques adjuvants issus de la chimie du béton, des défloculants et des adjuvants qui sont utilisés surtout dans les extractions de granulats pour séparer les sables et les graviers des argiles. On a essayé aussi quelques adjuvants plutôt naturels comme les tanins de châtaignier ou ce genre de choses, mais je te rejoins. On n'a pas réinventé, on s'est appuyé sur des papiers et on a fait nos essais avec plus ou moins de réussite, sachant qu'il y a aussi des choses qui sur le papier marchent bien mais qui sont assez dures à obtenir, à commander, et c'était pas le but. Le but, c'était de pouvoir sortir des formulations pour des entreprises de grosses œuvres sans qu'elles aient des difficultés d'approvisionnement. Et par rapport à ta question sur où on se situe par rapport au niveau 0, donc ça dans le guide tu pourras regarder, je pourrais te redonner les courbes, mais sur un béton d'argile sans liant complémentaire par rapport à de l'adobe ou de la Boge qui se rapproche le plus en termes de texture, on est un petit peu supérieur, j'ai pas exactement le chiffre en tête, mais je dirais 10 ou 15% de plus du fait de la mécanisation, du malaxage, parce que le malaxage, tu en as besoin potentiellement à deux moments, quoi, voilà, dans le process de fabrication, et puis aussi tu as besoin d'une aiguille vibrante, donc ça vient principalement de là. Et le prochain? Le prochain, félicitations. J'ai toujours été j'avais beaucoup de doutes sur les terres coulées. Enfin, il y a des terres coulées dans du coffrage. C'est quand même un peu ce qu'on faisait aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec du terre coprobois ou d'autres, donc avec des coffrages en natte de roseau. Ça fait très longtemps que ça se fait. Mais voilà, moi je suis très content que justement maintenant l'histoire du à plat, franchement, oui, là on arrive dans autre chose. Ouais, sans poudre de perlimpinpin, si j'ai bien compris. Justement, nous on s'est enlevé pas mal de contraintes, mais par contre on avait cette contrainte-là de ne pas stabiliser et de même pas chercher à des floculants dispersants et tout ça, parce qu'on ne connaît pas vraiment trop ces produits. Moi je ne suis pas ingénieur, je suis architecte, et je ne voulais pas non plus rentrer là-dedans et pouvoir... je n'aurais pas su défendre après ça. Donc là, c'est très simple. Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin. Et on continuera sur cette base-là. Juste pour dire qu'après, nous, on continue les recherches. Justement, tu parlais du coulage à plat. On est en train, nous, à l'agence, d'essayer de travailler sur les coffrages, sur des coulages sur site, mais à la verticale, du coup, avec des coffrages perdus un petit peu sur des systèmes de canis et tout ça, et des coffrages perspirants, voilà, toujours sans poudre spéciale.
Ouais, me voilà bien embêté. J'ai pas présenté. On m'a dit que je pouvais venir et puis on me demande notre secret, notre propriété intellectuelle. Mais je veux bien vous répondre. En fait, déjà, je pense qu'il faut revenir sur le fait que certaines recherches sont protégées par des brevets. Il y a une raison. Certaines recherches, un brevet est déposé par l'université, ce qui va lui permettre de choisir à qui elle va donner la licence exclusive. Donc elle va choisir si elle veut le donner à un Holcim ou alors au chercheur qui a développé ça. Holcim, voilà, ça peut être quelqu'un d'autre. Et voilà, donc nous, ce qu'on a fait, donc je suis Thibaut Dumoulin de Doxara, on a développé des additifs qui permettent de faire de la terre coulée sans ciment. Et à la place du ciment, on a donc des additifs qui ont été développés à l'ETH et qui sont encore développés par Daria Ardan qui est ici et qui sont basés sur en effet un phosphate qui permet de défloculer. Et enfin voilà, c'est pas un secret, ça a déjà été utilisé par beaucoup d'autres personnes. Et un floculant qui, pour le coup, lui, voilà, je ne vais pas vous le révéler ici. Par contre, je comprends bien qu'il y a un besoin de transparence et je vous propose un compromis à la Suisse. Si on a une collaboration, eh ben, on est transparent et on vous dit ce qu'il y a dedans. Mais au moins, on garde la possibilité de le dire directement et de garder la main dessus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la place du ciment qu'on va utiliser à au moins 4% dans un béton de terre coulée, nous, on peut utiliser 10, c'est-à-dire 80 kg, pardon, dans un béton de terre coulée. On va utiliser 10 à 20 kg de cette poudre de perlimpinpin, qui est une poudre minérale. Et donc, le bilan carbone, au final, est bien meilleur qu'un béton de terre coulée avec du ciment. Voilà. Le bilan carbone, mais le bilan environnemental, est-ce que c'est quelque chose qui, ensuite, est-ce que cette terre, je peux la réutiliser, je peux la remettre dans mon jardin, ce que nous faisons, nous, quand on fait des enduits, quand on fait des adobes, etc. Ces terres-là, on les remet dans le jardin, dans un pot de fleurs, il y a quelque chose qui pousse dedans. C'est là. Merci de répondre à cette question. Et est-ce que, si je plante une tomate là-dedans, est-ce que tu la manges ? Non, c'est ça. En fait, si on plante une tomate dedans, elle grandira peut-être un peu plus parce que c'est utilisé aussi comme fertilisant. Donc, et donc oui, je la mangerai. Ouais. Et enfin bref, je pense qu'il y a une catégorie de terres à rajouter. En fait, c'est pas ces poudres de perlimpinpin. On fait pas des terres stabilisées, c'est-à-dire on garde les propriétés hygrométriques de l'argile. Voilà. Et on garde aussi son peu de résistance à l'eau. C'est-à-dire que si on va mettre ce béton dans l'eau, il va s'éroder comme on ferait avec de la terre normale, non stabilisée. Mais donc, ceci dit, on a un adjuvant, donc pourquoi pas avoir une rubrique terre adjuvantée qui pourrait dire qu'il y a quelque chose dedans, quoi. Je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre la terre stabilisée ou pas. Qu'est-ce qu'on perd en stabilisant ? Voilà, l'hygrométrie, si on arrive à la conserver, la régulation de l'hygrométrie, ça c'est génial. La résistance à l'eau, ok. Mais voilà, ce qui est aussi génial dans l'argile crue ou dans la terre crue, c'est le caractère 100% renouvelable. C'est-à-dire que notre mur, effectivement, on peut le rebroyer et reconstruire avec indéfiniment. Et ça, c'est quand même un des enjeux aujourd'hui. On parle de ne pas construire et de réhabiliter, mais on a aussi tout ce problème des déchets qu'on a créés, qui sont là partout autour de nous, et on ne va pas savoir vraiment quoi en faire. Et cette argile, demain, on peut la rebroyer et recommencer. La formulation sera déjà faite, il n'y a plus qu'à broyer et remettre de l'eau. Voilà. Et ça, c'est quand même le plus gros avantage à ne pas perdre. Et peut-être que je pense qu'on le perd avec la stabilisation, et c'est ça qui est le plus dommageable. Voilà. Outre la problématique du bilan carbone, qui forcément est moins bon. Merci à tous. Là, on a encore une question là quelque part. Ouais, très bon. Et je pense que ça va être la dernière. Et ça va être une question assez ouverte. Alors, c'est une question. Donc, Erwan Amar, à l'Université Gustave Eiffel, c'est une question qui n'est pas technique, mais vraiment culturelle. On est dans un monde de culture, de l'innovation, de la performance. Vous avez proposé des solutions innovantes. Et en fait, il y a l'innovation qui vient d'un retour d'expérience de chantier où on se rend compte qu'on a besoin de faire évoluer des pratiques parce que c'est une nécessité. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup d'innovation aussi. Je sais de quoi je parle parce qu'en labo de recherche, on y est confronté systématiquement. Il faut systématiquement que ce soit innovant pour que ce soit innovant. Parce que sinon, on n'a pas les marchés, on n'a pas les financements, on n'a pas les projets.
Et en fait, ma question, elle est vraiment culturelle. Vous, comment vous vivez ce rapport innovation dans les projets que vous avez proposés? Une question très ouverte et plutôt sociologique. Je peux en dire un mot parce que le projet qu'on a présenté, il a été financé dans le cadre du PIA 3, donc par la BPI. BPI, on connaît pas tous. C'est un plan parce que d'investissement excusez-moi. d'avenir numéro 3 de la Banque publique d'investissement. Et quand on remplit le dossier, il demande qu'est-ce qu'on va faire, combien d'emplois on va créer, et aussi la question de la propriété intellectuelle et de qu'est-ce qu'on va faire avec cette innovation, comment on va la protéger, comment on va l'exploiter, ainsi de suite. Et nous, on a voulu répondre dans une logique d'open innovation en disant on va être financé à 50% par de l'argent public, on va essayer à minima de sortir des livrables publics. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des guides qui sont téléchargeables et essayer de diffuser un peu de retour d'expérience. Et c'est vrai que ça peut poser problème. On est dans une culture autour de ces dossiers-là où, assez bizarrement, les financeurs demandent derrière à ce que ce soit protégé, à ce qu'on ait des ambitions économiques énormes sur des royalties ou autres. En tout cas, on sent que c'est mieux perçu quand on monte les dossiers de cette façon. Donc ça répond en partie à ta question sur l'innovation, mais c'est pour dire qu'il y a quand même cette pression, comme tu dis, des fois, à toujours innover. Et nous, on a été 3 ans incubés dans un village de start-up qui était très French Tech, numérique et tout ça. Et c'est vrai que les projets qui fleurissent juste pour dire que c'est quelque chose de nouveau, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'argent à lever, donc c'est tentant. Mais aller faire de réelle innovation sur la terre crue, c'est compliqué, quoi. Innover juste pour innover, s'il n'y a pas de réalité de besoin de terrain ou autre, c'est à mon avis une mauvaise route, quoi. Merci. Et des réponses courtes, s'il vous plaît. Ouais. Juste sur l'innovation, je pense que on en a vraiment besoin pour la terre crue au niveau des savoir-faire. C'est pas innover pour innover, ni innover pour avoir des financements. C'est aujourd'hui, on est sur des savoir-faire assez traditionnels ou qui sont été beaucoup perdus. Et je pense que justement, il faut essayer de les remettre au goût du jour, c'est ma conviction personnelle. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais essayer de voir avec les outils d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire avec ce savoir-faire qui n'a pas beaucoup évolué pendant beaucoup de temps parce qu'il est peut-être écrasé par d'autres innovations comme le béton de ciment, par exemple. Et donc l'idée, c'est d'innover, de se renouveler pour chercher des solutions adaptées à aujourd'hui et à nos problématiques actuelles. Ouais. Juste très, très rapidement, c'est très intéressant la relation à l'innovation parce qu'il y a aussi ça peut être une excuse pour ramener des gens vers des traditions et des techniques connues comme celles de la Terre. Nous, on voit très bien que l'utilisation d'outils numériques, des fabrications digitales permet toute une génération, par exemple, d'architectes de revenir à l'idée de la construction, à l'idée de comprendre les matériaux, à rapprocher ça. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y a toute une part de la population qui a du mal à voir la Terre comme quelque chose de moderne ou quelque chose d'adapté à la vie moderne. En Europe, c'est pas trop mal, mais alors dès qu'on va en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, la Terre n'est pas forcément vue comme quelque chose de moderne. Et donner une touche digitale ou d'impression 3D, par exemple, ça permet tout d'un coup de leur faire ouvrir les yeux. Ah mince, il y a quelque chose de différent, où on peut le regarder d'une manière différente. Donc c'est assez intéressant de voir ces genres de choses. Comme bizarrement, on m'a invité à faire un workshop sur la Terre à Yazd, en Iran, où pour moi c'était la Mecque de la Terre, mais nous, petits Européens, on va leur apprendre comment eux savent la Terre. C'est assez bizarre comme relation, cette relation à l'innovation, mais peut-être qu'on peut la tourner à notre avantage pour ramener des valeurs qui ne sont pas juste l'innovation pour l'innovation, mais pour amener des choses que l'on pense nécessaires.
Alors très rapide, moi j'ai un rapport à l'innovation qui est... j'ai été chargé, il y a 25 ans, j'ai été chargé de valorisation au CNRS et donc monter des dossiers de type projet de recherche avec du financement public. Je connais ça par cœur, j'ai monté 3 startups de ma vie et finalement Isolampaille c'est un peu la 4e. Il y a 2 façons de voir ces dossiers et c'est pas tellement une question d'innovation pour innovation, c'est une question de pognon, c'est une question d'argent. C'est de savoir est-ce que vous rentrez dans la vision qui est la vision HEC. J'ai fait HEC, je sais de quoi je parle. Il y a un objectif stratégique, c'est génial, on va aller chercher ça. Pour ça, il me faut beaucoup d'argent parce que je vais pouvoir mettre plein de moyens. Et puis après ça, je vais me mettre à travailler, mais seulement après. Ou alors, il y a une autre méthode qui aujourd'hui s'appelle l'effectuation, qui dit l'inverse, qui dit que vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et vous avancez tranquillement et vous allez par petits pas et de réussite en réussite. Voilà. Moi aujourd'hui je suis là-dedans et Isolampaille fonctionne très très bien. On a une belle croissance, on fait de l'innovation. La botte de paille, c'est open source. L'Argibot, on n'a rien breveté. Et ce qui est réellement important, c'est que nous, tous les jours, on fait des bottes et on décarbone le bâtiment. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Effectivement, l'innovation très simple qui était de dire on a besoin de la botte de paille, mais il faut qu'on la fasse en 22 cm. Quoi. Voilà. Moi je réagis aussi parce que je suis un très mauvais modérateur. Donc je me permets de réagir. Mais je pense que la vraie innovation dont on a besoin aujourd'hui, et je reviens aux bons matériaux au bon endroit, est-ce qu'à l'intérieur des bâtiments, nous avons besoin de matériaux cuits, oui ou non? Est-ce qu'il pleut dans votre salon, oui ou non? S'il ne pleut pas dans votre salon, pourquoi mettre autre chose que des enduits en terre sur vos murs? Parce que c'est à chaque fois, non mais c'est vraiment sérieux, à chaque fois, à chaque chose que nous faisons, posons-nous la question, comment le faire avec le moins d'impacts environnementaux possible? On est à un stade où je pense que tout le monde l'a compris et je pense qu'il faut le dire de temps en temps. On fait ça pour des raisons éminemment écologiques. Je ne vais pas aller dans le détail, je n'ai pas besoin de le faire, j'espère. Voilà. Merci beaucoup à la table ronde. Merci beaucoup, Andreas. Pardon, je t'ai pas... Tu voulais une dernière? Donc moi, je suis entreprise de bâtiment depuis 40 ans, et depuis 40 ans, je fais de l'innovation, mais en reproduisant les gestes des anciens. Donc j'ai déposé des brevets, parce qu'on est maintenant sur un marché autour du béton végétal, il fallait vraiment passer des étapes, donc on a protégé certaines choses, mais sans rechercher à faire... de l'argent avec ça. C'est juste que on a... D'ailleurs, quand on a fait des brevets, quand on a déposé des brevets, c'était plus les autres qui me disaient « mais si, il faut faire des brevets ». Moi, je ne voyais pas l'utilité parce que je ne comprenais pas la partie innovante. C'était juste par déduction qu'on arrivait à trouver des solutions. Et donc, j'ai déposé des brevets sur des machines, sur des systèmes. Mais c'est vraiment le besoin qui produit la fin, c'est pas le contraire, c'est pas je vais mettre un brevet pour pouvoir faire un marché derrière. J'ai besoin d'un outil, je réfléchis, je produis quelque chose d'innovant peut-être, parce que ça change les habitudes, mais c'est tout. Et je suppose que tu n'as pas eu énormément de subventions pour tout ce que tu as fait. Non, je sais pas. Le financement, le financement, c'est mon travail. Donc, ce que tu disais, c'est qu'on fait avec ce qu'on a. Moi, à l'époque où j'ai créé Acter, c'était la même chose. La briqueterie, c'est la même chose. Tu dis la même chose pour Argipaille, pardon, c'est ça? Isolampaille, pardon. Et il y en a d'autres. Et puis d'autres sont effectivement dans une recherche de chercher d'abord des financements et puis essayer. Et puis d'accord, c'est bien, mais voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'argent public. Non, non, c'est très bien. Mais qu'on fasse des recherches le plus orientées pour un résultat qui puisse servir aux entreprises, qui puisse servir à la société. Voilà. On va prendre ça comme conclusion de la table ronde. Je pense que c'est bien de travailler l'innovation pour répondre à des besoins que l'on a dans les petites entreprises que l'on a écoutées depuis ce matin. Merci beaucoup à la table ronde. Voilà. Et je félicite Andreas parce que c'est un record d'avoir que 5 minutes de retard avec toi, hein, quand même. C'est très bien.